compétence. Ça, c'est beau, ça, d'avoir des compétences magnifiques. Compétences. Oui. Ben, dans l'ordre des compétences, il y en a une qui m'inquiète. Bon, les savoir-faire, ça va. Savoir, ça va aussi. Mais la principale compétence, celle qui ordonne toutes les autres, c'est le savoir-être. Et c'est là qu'effectivement il y a une fascisation du management. La fascisation du management, c'est que il ne suffit plus de dresser les corps. C'est ce que faisait l'ingénieur Taylor. Il s'agit de dresser les consciences. Et de dresser même plus que les consciences. Parce que la conscience, le subconscient, l'inconscient. Il s'agit de dresser le subconscient et l'inconscient. C'est-à-dire de dresser les émotions profondes, si possible. Et dresser les émotions profondes, c'est le comble du management. Et c'est bien ce qui explique qu'aujourd'hui, enfin, De Jour explique ça merveilleusement dans La souffrance en France, ce qui explique qu'aujourd'hui, la souffrance au travail. La souffrance au travail aujourd'hui n'est pas qu'aujourd'hui, les contremaîtres auraient pris des fouets dont ils disposaient au 19e et dont ils ne disposent plus aujourd'hui. Ils disposent d'autres fouets, beaucoup plus graves, beaucoup plus profonds, qui effectivement n'impriment pas des marques dans les corps, mais impriment des marques dans les consciences, les subconscients et les inconscients. Ça, c'est le fondement de ce qu'on appelle les burn-out. J'ai entendu d'ailleurs cette semaine à la radio, à propos de burn-out, une nouvelle notion, c'est le burn-out parental. Oh merde. Oui, donc c'est contagieux. C'est contagieux. C'est extraordinaire. Le burn-out parental, c'est effectivement un accident d'un niveau plus élevé que le burn-out professionnel, puisqu'il concerne le choc entre la vie intime d'un petit système entre quelques individus, qu'on appelle une famille, et le système. Et évidemment, le système est... la porte du système, l'immeuble du système, c'est l'école. Donc le burn-out parental vient en général de l'incapacité, effectivement, de l'école d'assumer, dans les temps postmodernes, une actualisation de ses missions historiques. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas fini avec le burn-out. C'est extrêmement contagieux. Les compétences sont systématiquement définies comme des compétences d'adaptation. C'est-à-dire que à ma connaissance, ne sont pas proposées comme compétences à l'école le fait de savoir résister à une autorité injuste ou tu vois, des choses comme ça. C'est pas des compétences, ça. Une compétence, c'est nécessairement de savoir s'adapter au système. C'est ça une compétence. Oui. C'est pas d'y résister. Ça, c'est pas une compétence. Enfin, je veux dire, c'est un désordre. Enfin, oui. Et donc la logique de la compétence dans l'entreprise, est-ce qu'on peut dire que c'est une logique qui amène le travailleur à adhérer à sa propre exploitation, oui, je crois qu'on en parlait dans une autre séquence. C'est un processus de naturalisation des hiérarchies. Oui. C'est très très drôle. J'ai procédé à plusieurs recrutements récemment. Au sein du ministère, on a recruté des inspectrices et des inspecteurs de la culture. J'adore. Parce qu'alors, il faut voir, il y a un profil de fonction. Donc celui qui est capable d'honorer ce profil de fonction n'est pas encore né. Parce que forcément, c'est le processus d'intimidation du management. Le profil de fonction est tel que personne n'a jamais pu faire cela. Et donc on reçoit les candidats, ils ont un examen écrit, puis un entretien oral, enfin tout ça, c'est un grand classique. C'est un drôle. C'est extraordinairement drôle, parce qu'en fait, la seule chose qui en définitive est appréciée, c'est ce qui n'est pas prévu. Oui. Forcément. Tout à fait. Forcément. On a eu par exemple un candidat qui il y avait 4 questions. Un examen écrit. Il a 4 questions à examen écrit. Il a répondu à une question. Ben, c'est lui qui en a pris. Donc il avait 0 pour les 3 autres questions.
Oui, mais il a fait... Il y avait une excellente raison à ça. Ouais. C'est que le type, ça l'a passionné, il est parti dans une littérature invraisemblable, il n'a pas respecté la consigne. Quelqu'un qui ne respecte pas la consigne est quelqu'un qu'il faut absolument recruter. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. De même, je me souviens, mais ça je t'avais déjà raconté, dans le temps, quand j'étais directeur de recherche à la Fondation Travail Université, on met une annonce, cherchons socio-économistes. On reçoit des centaines de candidatures, etc. On est devant l'opération invraisemblable de tri. Hein, c'est l'horreur. Et puis je vois tout à coup géographe. Tiens, une géographe. Et je ne sais pas quelle intuition me prend. Je me dis, tiens, celle-là, on va l'écouter. Et donc je lui téléphone, elle vient. Et donc la première question est, pourquoi postulez-vous à un poste de socio-économiste alors que vous êtes géographe? Elle dit, ça tombe sous le sens, j'ai envie de découvrir. On l'a prise. On l'a prise. Évidemment. Pourquoi? Parce que c'est... Quel est le meilleur critère? Le meilleur critère, c'est le désir. Pour un chercheur. D'accord? C'est le désir. C'est d'aller voir, d'aller trouver, d'aller inventer. Et donc, nous avons pris la géographe pour faire de la socio-économie. Le désir, c'est ce que tue le projet. Hein. Oui. Le projet tue le désir, oui. Par définition, puisque quand tu sais exactement comment si va un se peu passer d'appliquer ton le projet aux relations amoureuses, oui. Tu verras. Oui. Si tu sais comment ça va être, oui. Tu n'as plus envie de le faire. Ça n'a plus lieu. Ça n'a plus lieu. Non. Ouais. L'amour et le projet, ça va pas. Ouais.